l'époque, c'est d'abord une question de pratique extrêmement claire. C'est-à-dire que j'ai travaillé quand même pendant 18 ans avec des enfants, des jeunes, plutôt, la plupart du temps, des 14-17, je dirais, hein, oui. Qui étaient soit des délinquants, quelquefois assez lourds, ou ce qu'on appelait à l'époque des pré-délinquants, concept très flou, mais donc comme éducateur dans le Nord où j'étais, et puis ensuite donc comme instituteur spécialisé en institut médico-pédagogique. Et je dirais que le problème de violence que je pouvais vivre avec mes jeunes délinquants, je l'ai réglé très bien, pour des raisons qui ont tenu beaucoup à ce que je les emmenais faire. J'étais spéléologue, figurez-vous, pendant des années, et j'ai fait plus de 1500 descentes avec des enfants et des jeunes, donc adolescents, qui devenaient mes équipiers. Certains ont fait jusqu'à 300 ou 400 descentes avec moi. Ce qui fait que ça se passait très bien. Pour diverses raisons, et en particulier pour essayer de trouver un peu de soleil. J'étais roubaisien. J'ai donc cherché un autre travail dans le sud de la France, cette fois-ci dans la Drôme. Et là, j'ai trouvé un travail comme instituteur scolaire spécialisé en institut médico-pédagogique, où je me suis dit, enfin des vacances. Où je me suis dit, c'est formidable, les enseignants, ils ont 3 mois de vacances, et puis, il faudrait déconner, à 5 h du soir, c'est terminé, ça va être génial. Sauf que je m'étais complètement trompé. Je me rappelle, c'est vraiment très, très objectif. Hein, mon premier jour de classe, ma première heure, ma première minute, ça a été quand un grand gaillard de 16 ans et demi, donc nettement plus costaud que moi, était à la porte de la classe que je devais prendre, première fois donc, et il était simplement en train de taper avec ses chaussures de chantier sur le visage de Jean-Marie, 14 ans et demi, lui aussi un peu costaud. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même assez complexe. Donc je suis intervenu physiquement, je le dis. Je serais à refaire, je ne sais pas si je pourrais faire autre chose, mais bon, en attendant, je n'allais pas le laisser massacrer ce gamin. Donc là, je me suis dit, ça ne sera peut-être pas aussi facile. Deuxième chose, une énorme illusion qui était en gros l'image de l'enseignant tout-puissant, l'image de l'enseignant qui donc sait tout et qui va apprendre aux gosses les règles du subjonctif imparfait, formidable. Sauf qu'il n'a pas fallu très longtemps pour que les gosses me disent, écoutez, franchement, on ne sait pas lire, nous, on ne sait pas écrire, nous, on n'a pas envie d'être là, nous, on est là parce qu'on est un échec scolaire, donc du coup, on est placé, on n'est pas avec papa, maman, etc., etc. Donc, ils m'ont assez vite fait sentir que ce n'était pas si simple. Et puis le constat qu'il y a une énorme différence qui est liée, et là aussi il y a beaucoup à dire du côté de la psychanalyse précisément, à un lieu clos de pratique. Quand j'ai des problèmes avec un enfant, comment je fais pour intervenir par rapport à ma propre violence aussi, qui monte éventuellement, et sur laquelle je vais prendre du recul, et pourtant encore je n'étais pas un débutant, je veux dire, j'avais déjà 5 ans comme éducateur, et par rapport bien sûr à leur violence propre, mais aussi par rapport à la violence que les jeunes vont exercer sur eux-mêmes. Les travaux que j'ai faits, qui étaient en fait plutôt de la recherche-action, je dirais, qui ont abouti à un premier livre qui s'appelle toujours d'ailleurs La violence dans la classe, était vraiment très lié à cette situation, encore une fois, d'enfermement, où tout se joue dans un jeu assez curieux, où donc le maître est toujours au milieu, si vous voulez, parce qu'il est censé être celui qui sait, celui qui va protéger l'autre, ce qui est évidemment une illusion, parce qu'il n'est justement pas tout puissant, et c'est intéressant de travailler sur justement les limites du pouvoir magistral, sur la manière dont j'ai fait beaucoup d'expériences, par exemple, pour essayer de décentrer la position du maître, en fabriquant, par exemple, mais j'étais dans l'éducation spécialisée, c'était plus facile, en ayant, par exemple, des cabanes dans la classe qui permettaient d'avoir des lieux différenciés, qui restaient sous la loi, parce qu'on ne pouvait pas, dans la cabane, faire n'importe quoi, mais qui, il n'empêche, était un lieu refuge assez intéressant. Donc ça a été vraiment une longue pratique quand même de classes spécialisées, qui donc ont été, sur le plan donc, des recours théoriques, fortement inspirés à l'époque par la psychanalyse, effectivement. C'est aussi l'époque où, mais très très vite, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, je me dis stop, là ça ne va plus. Donc je me suis arrêté 8 jours. Et là, effectivement, un peu de recul, un recul que je commence à prendre avec des contacts que je prends avec des choses que je ne connais pas du tout. La pédagogie freinée, la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire des gens qui vont m'apprendre à mettre vraiment en pratique l'idée de la médiation par le groupe et la médiation par le temps. C'est-à-dire, j'ai un conflit dans la classe, j'ai un conflit que souvent, Fernand-Louis parlait des tas de sable, sans grande importance, mais si je ne le règle pas, si je l'oublie, je finis par m'enterrer, par m'enfermer dans ce tas de sable, et parce que la classe soit enfermée, submergée par le sable. Donc c'est l'idée du conseil, par exemple.
qui va être une institution intéressante. C'est l'idée, bien sûr, de toute la pédagogie coopérative. C'est l'idée toujours du travail du sens, en réalité, du travail comment dirais-je, du travail sur le réel. C'est-à-dire, par exemple, sur une classe vraiment très difficile que j'avais, c'était d'ailleurs donc cette première classe, et on ne m'avait pas donné les plus tendres. J'ai toujours eu de toute manière les classes les plus difficiles, ce qui ne me gênait pas vraiment parce que j'ai toujours préféré personnellement travailler avec les plus grands qu'avec les plus petits, où je pense que ça pète quelquefois un peu plus fort, mais où on passe plus vite au langage. Donc la médiation, là, ça avait été la construction d'un clapier à lapin. Mais là, on avait fait une vraie maison. C'est-à-dire que le clapier à lapin, il faisait 10 mètres de long sur 2 mètres de large. Avec donc un vrai élevage sur lequel donc, le groupe s'est soudé autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour des raisons qui ont été liées à la violence institutionnelle, c'est-à-dire à la manière dont le directeur de l'époque de mon IMP avait interdit à ce qu'un paysan du coin, pendant que c'était les vacances, vienne donner à manger au lapin, on les a retrouvés morts. D'accord. Disons qu'il avait oublié d'ouvrir la porte, on dira ça. Du coup, le groupe s'est, à partir de là, s'est dit non, c'est pas possible, on ne va pas se laisser avoir. Et c'est là qu'on est parti sur des choses beaucoup plus connues. Le journal scolaire, par exemple, qui a été extrêmement important. L'écriture de poésie par des enfants qui ne savent pas écrire, c'est extrêmement important aussi. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, qu'a pu se développer autre chose. Alors, il est vrai qu'actuellement, si je devais reprendre une classe, je ne peux pas aller dans un collège et leur dire, écoutez, c'est pas difficile, vous n'avez qu'à faire la pédagogie Freine. Lorsque la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des enseignants qui sont dans ce collège refusent totalement l'idée que la parole de l'enfant ait une importance. Bon. Lorsque dans un établissement primaire, le problème c'est qu'on a une équipe tellement éclatée et tellement donc en danger que ça ne sert à rien de penser ce type de choses. D'autant que la recherche, maintenant je le sais, montre largement que l'accord de l'équipe, les conditions d'implantation d'un programme ou d'une pédagogie sont probablement au moins aussi importantes, sinon plus quelquefois, que la pédagogie désignée ou que le programme désigné. Que c'est donc plutôt la question de ce qu'on appelle le climat scolaire, la vie d'équipe, etc. qui ressort. Il y a une mise à l'écart des corps, une mise à l'écart de la violence, que Norbert Elias a très bien décrit avec la civilisation des mœurs, et qui est la part donc refusée de l'éducation de plus en plus, en particulier depuis le 19e siècle, donc qui va être cette mise à distance des corps. Donc le rapport à la violence a changé. Il est vrai que si on prend simplement les études qui ont été faites, un historien, Caron, a fait quelque chose de très joli là-dessus, sur la violence dans les établissements scolaires au 19e siècle, c'était bien pire que maintenant. Bon. Mais pour autant, il faut se méfier du présentisme. Il faut se méfier de ce qui nous fait penser la violence par rapport à ce qu'était la violence du 19e siècle. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas forcément les mêmes fonctionnements sociaux, ce n'est pas forcément les mêmes causes. On sait par exemple que la violence dans les établissements du 19e siècle est très souvent une violence d'obédience politique, très clairement, et qu'elle monte au moment des révolutions, par exemple 48. Vous voyez. Bon, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il peut y avoir un rapport à la violence et donc au refus en réalité du corps à corps, qui est quelque part exagéré, qui est quelque part une manière de rejeter la jeunesse aussi, bien sûr, donc qui est aussi une manière de manipuler l'opinion, pour des tas de raisons. Vous savez, j'ai des tas d'anecdotes, par exemple, sur la manière dont la violence à l'école est devenue. Pour moi, la violence est un tout. Il est très intéressant de voir que l'élève qui souffre de violences répétées, quelle qu'elle soit, souffre aussi d'un tas d'autres violences répétées. Que ça peut être effectivement de la petite insulte, que ça peut être du sexisme, de l'homophobie, que ça peut être simplement du vol de goûter, que ça peut être obligé à jouer à des jeux dangereux ou des jeux d'asphyxie par exemple, que ça peut être du racket, ou que ça peut être tout simplement de l'ostracisme, avec toute cette dimension actuellement plus difficile qui est celle de la cyberviolence, cyberharcèlement, qui effectivement rend les choses beaucoup plus complexes, parce que ce qui commence en cours de récréation continue à 2h du matin dans les chambres. Vrai qu'il y a d'abord une relation qui est dans la loi du plus fort, où l'enfant plus petit, ou l'enfant plus timide, ou l'enfant plus handicapé, par exemple, a un peu plus de risques que l'autre. Mais on peut être timide, on peut être petit, on peut être handicapé, sans être harcelé, c'est très clair. Ce qu'il y a plutôt de commun, je dirais, c'est un mécanisme.
Et ce mécanisme, c'est clairement celui de ce que j'appelle moi l'oppression quotidienne, de l'oppression conformiste, pardon. C'est-à-dire, quelque part, le harcèlement est rarement, ou du moins il devient très vite, autre chose. Il est rarement le fait d'un enfant sur un autre, mais beaucoup plus, même s'il y a un enfant, un jeune qui est à l'origine du harcèlement, d'un groupe. D'un groupe qui va mettre à l'écart de différentes manières, donc celui qui est considéré comme plus faible, celui qui est considéré comme n'étant pas dans le groupe. Il y a un facteur de discrimination qui peut être lié à n'importe quoi. Ça peut être effectivement parce que tu es roux, ça peut être parce que tu es petit, ça peut être parce que tu es bon élève. Alors, si vous voulez, si je devais déterminer ma jeunesse, ça serait pas par la violence, ça c'est clair. C'est plutôt, bon, si vous voulez, bon, je suis un enfant de l'entre-deux, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je suis du Nord. Hein, et le Nord, donc, a été très durement touché par la guerre, et la crise du logement a été très rude. Bon. Mes parents étaient de classe moyenne supérieure, on dira même supérieure, sauf que, du coup, on était 5 enfants, on habitait en HLM. Donc moi j'habitais 24 ans à HLM à Roubaix, dans une cité ouvrière, tous les copains, etc. étaient ouvriers. Donc c'était très intéressant d'avoir cette capacité d'entrer à la fois sur le milieu intellectuel, mon père était libraire, et sur donc un milieu tout à fait populaire. Et ça c'était absolument génial. Ce qui m'a fait violence, si vous voulez, c'est mai 68. Pourquoi mai 68 ? Parce que mai 68 a supprimé les livres de prix, les premiers prix, deuxième prix, premier accessite, deuxième accessite, troisième accessite, qui représentaient 70 à 75% du chiffre d'affaires des libraires. Mon père a donc fait faillite. Si je devais dire violence, ça serait ça. Ce qui ne m'empêche pas d'être quelqu'un qui suis totalement pour l'expression des enfants, pédagophréné, etc. C'est probablement un des souvenirs traumatiques intéressants qui, sans doute, m'ont fait réparer cela en écrivant des livres. C'est sans doute pas par hasard si ma fille aînée, par exemple, est bibliothécaire. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est vrai que j'organise beaucoup ma vie autour de ça.